Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique, on encense les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël Lié, et je suis là pour vous parler de la semaine de catch à la WWE, la semaine de catch du 16 décembre, et pour vous parler du Monday Night Raw du 16 décembre et du Friday Night SmackDown du 20 décembre. Et ce soir, je suis avec vous pour un I Love You Solo. C'est un solo catch-up, et oui, c'est la période des fêtes, tout le monde est très occupé, mais peut-être que vous aurez la chance de m'écouter, et peut-être que je ne me sentirai pas si solo que ça. Pour cette analyse, n'hésitez pas bien sûr à me donner votre retour sur le catch-up Discord, sur les commentaires YouTube, et puis à nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Mais on va rentrer direct dans le vif du sujet, hein. On est parti, hein. C'est pas parce que Noël est bientôt là qu'on s'arrête à la WWE. Donc nous étions pour ce Monday Night Raw, nous étions à Boston, dans le Massachusetts, voilà, une région terre de catch, hein, historique aux États-Unis. Un show qui a été ouvert par CM Punk, qui est arrivé pour nous raconter que voilà, il est un peu en colère en ce moment, il est un peu énervé et obsédé par Seth Rollins, et que voilà, il a envie de mettre les mains sur Seth Rollins. Alors Seth Rollins, il est là, il arrive par le public, pas façon Shield, mais en scandant des CM Punk, CM Punk, CM Punk. Alors il se moque de lui un peu en lui disant voilà, je voulais voir à quoi tu ressembles depuis le ring, mais tu ressembles toujours à rien. Alors CM Punk le prend un petit peu de haut, il dit ouais, t'es là où tu mérites d'être, t'es avec les fans de CM Punk. Et Seth Rollins il dit bah moi j'ai pas de problème, je suis un fan, j'aime être avec les fans, voilà. Et moi pendant que toi t'étais parti et que tu souhaitais que ce monde s'effondre sans toi, et ben moi j'étais là pour me battre. Et il lui dit oh, d'ailleurs j'ai fait des main events de WrestleMania pendant que t'étais parti. Donc c'est très tendu entre les deux hommes, et ils vont même en venir aux mains, hein. Ça va se bagarrer avec les agents de sécurité, les officiels et tout le bordel qui viennent les séparer, pour qu'au final, un peu plus tard dans les coulisses, on nous apprenne, Adam Pearce nous annonce qu'il y aura bel et bien un match entre CM Punk et Seth Rollins, et ça sera lors de la première de Raw sur Netflix le 6 janvier. Donc on a commencé le show assez fort avec une belle intensité au micro. Voilà, c'est une feud qui nous était promise depuis longtemps, hein, entre CM Punk et Seth Rollins. Moi, je pense que c'est qu'un début, et que le Raw à Netflix va être qu'un début, et que ça va durer encore un bon moment, hein. Ils aiment bien, hein, CM Punk, on l'a bien vu avec Drew McIntyre, ils aiment bien raconter des longues histoires, et ça part sur les mêmes chapeaux de roue, je trouve. L'écriture, elle est très très bonne. C'est moins facile qu'avec Drew, il n'y a pas un heel clairement défini, même si la foule scande de CM Punk, hein, c'est quand même lui qui est beaucoup plus populaire. Mais ils ont tous les deux leur pertinence dans les arguments, et tout ça continue de tourner autour finalement de la Bloodline et de toutes les alliances qu'il y a pu avoir ces dernières semaines. On verra aussi dans les coulisses Drew McIntyre qui est venu parler justement à Seth Rollins pour essayer de s'allier un petit peu avec lui, mais Seth Rollins il a refusé, il a dit moi mon but maintenant c'est d'éliminer CM Punk, et ce que toi t'as pas réussi à faire. Et on a vu aussi une bagarre dans les coulisses entre Drew McIntyre et Sami Zayn. Donc voilà, tout ça est loin d'être fini, je vous le dis les amis, tout ça est très très loin d'être fini. C'est loin d'être fini aussi du côté du Judgment Day. Alors c'est un peu tendu, hein, puisqu'on sort de Saturday Night Main Event, et Finn Balor il a perdu son match, sa chance de gagner le titre mondial, hein, contre Gunther et contre Damian Priest. Et il est un peu vénère, il dit à ses copains ouais, vous étiez pas là, personne n'est venu m'aider. Il commence à y avoir un petit peu de tension, et Liv Morgan elle est un peu effrontée là, elle lui dit bah on pensait que t'avais pas besoin de gagner, moi j'ai gagné de mon côté, voilà, et puis vous avez une défense de titre par équipe ce soir, donc concentre-toi, etc. Voilà, Finn Balor on sent qu'il est un petit peu renfrogné, mais on le verra plus tard puisque tout ça va nous conduire ensuite au main event du show. Liv Morgan on l'a vu sur le ring, elle est venue avec Dominic Mysterio. Une belle promo où Dominique s'est fait huer comme jamais, comme toujours. Donc Liv Morgan, elle a carrément un mégaphone maintenant, et elle dit qu'elle est la meilleure champion du monde, et qu'elle a été incroyable, qu'elle a été la méga star de 2024, mais que tout ça va continuer. Mais Rhea Ripley débarque, et Rhea Ripley nous annonce que elle aura son match pour le titre. Elle est challengeuse, elle aura un match pour le titre. Je crois pas que ça a été dit
à quel moment, mais voilà, elle dit que voilà, ton temps est compté. En gros, Liv Morgan, c'est assez tendu aussi dans cette histoire et c'est assez instructif, intéressant. Je vous ai parlé du Judgment Day, je vous ai parlé de CM Punk et Seth Rollins. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le premier match, on va commencer par un peu de catch quand même. Le premier match du soir, c'est Bron Breakker qui affronte Ludwig Kaiser pour le titre intercontinental. C'est un mano à mano étonnant puisqu'on a tous les deux des alignements plutôt de méchants, même si Bron Breakker commence à gagner pas mal de popularité quand il fait des gros moves et il est quand même hyper impressionnant. Moi, je suis vraiment scié, hein, soufflé par Bron Breakker. C'est vraiment là en train de devenir une grosse petite pépite potentielle. Sa rapidité d'exécution, enfin, tout est hyper impressionnant. Ludwig Kaiser est aussi très bon. Il ira pas probablement dans des sommets aussi impressionnants parce que ça reste un petit gabarit poids plume. Mais c'était un excellent match. J'ai trouvé qu'il a duré quand même 18 minutes 15. C'est exactement le type de match que j'aurais bien aimé avoir à Saturday Night Main Event. J'espère que vous avez écouté notre analyse et vous avez pu entendre que j'étais pas convaincu par ce show. Bah là, clairement, un match de 18 minutes pour le titre intercontinental où ça part dans tous les sens et ça finit en grosse pire. Et ben, c'est ça que j'aurais aimé voir. Donc, très belle performance. Et Bron Breakker, ben, avec ça, il a un peu cleané la concurrence puisqu'il avait cette feud avec Sheamus aussi dans l'histoire. Je sais plus qui va lui trouver en face. Sheamus, on l'a pas vu ce soir. Mais voilà, Ludwig Kaiser a perdu clean et en solo, donc probablement définitivement dans l'histoire. On a eu un autre match un petit peu plus tard qui lui était féminin et qui était pour le tournoi intercontinental, pour le titre intercontinental. Et donc Zoe Stark a affronté et a battu Raquel Rodriguez et Kaiden Carter. Voilà, je balançais un peu vite parce que c'était pas hyper intéressant. Et Zoe Stark affrontera Dakota Kai au prochain match. Moi j'aime bien Zoe Stark, donc j'aimerais bien la voir aller un petit peu haut dans ce classement. On a eu beaucoup de segments dans les coulisses, et bizarrement qui se sont pas du tout traduits par des segments sur le ring. Alors, il faut savoir que le prochain Raw a déjà été enregistré le même soir. Donc, vous pouvez voir les résultats sur le net. Moi, je n'ai pas regardé, je ne vais pas être spoilé. Mais si jamais, voilà, le 23 décembre au soir, vous n'êtes pas sur votre ordi et que le 24, vous êtes un peu occupé, le 25 aussi, vous aurez les résultats. Ce qui, à mon avis, explique la présence de tous ces mecs. Parce que, par exemple, on a eu une séquence où on a vu Kofi Kingston et Xavier Woods qui voulaient aller dans les vestiaires. Et Rey Mysterio leur a dit, ah, les gars, après tout ce que vous avez fait là avec Biggie, personne ne veut vous voir dans les vestiaires, allez vous trouver un autre endroit pour vous changer. Et en fait, ils ont pas eu de match, rien. Donc, les mecs, ils viennent se changer pour rien faire. Bon, mais je pense qu'on les verra la semaine d'après. Pareil, on a vu Chad Gable. Alors, encore une fois, un truc moi qui m'attriste un peu sur cette année, Chad Gable et Alpha Academy qui se fait moquer par Chad Gable, qui dit vous êtes tous nuls, Otis t'es nul, machin, Tozawa t'es nul, etc. Et Gable a dit bah je vais m'occuper de vous maintenant, voilà, je vais vous affronter. En gros, je vais vous régler votre compte et je vais commencer par Tozawa. Bon, on en fera les bilans à la fin de l'année, hein, mais souvenez-vous du Gable héroïque qui affronte Gunther un peu avant WrestleMania, du Gable qui trahit Sami Zayn en devenant heel pour essayer de lui prendre sa ceinture intercontinentale et qui du coup, en trahissant ses principes, ben, trahit aussi son Alpha Academy. Et puis ce que ça a donné derrière, bah rien du tout, hein. Moi je suis vraiment déçu du pauvre Gable. Sa faction, elle a pas d'intérêt, je trouve. Il a pas du tout réussi à élever le niveau et l'intérêt des deux frères Creed, qui sont impressionnants physiquement, hein, mais qui ont pas vraiment de personnalité et qui sont encore très très génériques. Et ben de l'autre côté c'est pareil, hein, Otis il a pas réussi à. En fait il manque ça, il manque ce match, cette feud Otis Gable ou en tout cas une vraie feud, parce que les autres ils sont très vite partis sur les histoires des Wyatt Six, donc bah il est peut-être temps, mais ça arrive un petit peu tard. Donc voilà, on a vu tous ces segments en coulisses. Le Miz aussi, on l'a vu avec le Final Testament. Lui, il était très content justement d'avoir battu les Wyatt Six. Et il a dit, ouais, c'est bon, maintenant, on peut repartir chacun de notre côté. Il a pas très envie, visiblement, d'être pote avec les grands costauds du Final Testament. Mais Karrion Kross lui a dit, non, non, c'est pas fini, c'est pas fini. Et, euh, et c'est pas fini. En gros, tu vas rester avec nous parce qu'il y a encore des matchs à faire, notamment Dexter Lumis. Il faut l'affronter. À toi, le Miz, de gérer ça. Et donc Aaron Cross explique après à son équipe que hein, le Miz il a fait un pacte avec le diable et on n'évite pas un pacte avec le diable.
Bon, c'est marrant parce que ni les Authors of Pain ni Paul Ellering ont l'air de trop d'accord. Il dit ah ouais, ah, ok, oh, d'accord. Bon voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont déçus du niveau où en sont les Wyatt. C'est sûr que le Miz et Karrion Cross et les Authors of Pain, c'est pas l'alliance la plus crédible, mais bon, on va voir. On va leur donner une seconde chance. Allez-y, on va attendre un peu. Le main event du soir, puisque c'est un show de 2 heures, hein, donc ça va vite. C'est donc les Judgment Day, Finn Balor et JD McDonough qui affrontent les War Riders, donc Eric et Ivar, lors d'un match qui va durer 16 minutes 15 et qui aura été vraiment très très chouette, je trouve aussi, avec les challengers qui sont vraiment très très impressionnants, hein. C'est dommage parce que les deux mecs ont été blessés régulièrement, mais Eric et Ivar, c'est quand même des sacrés morceaux en termes de vitesse, en termes d'athlétisme, en termes de gabarit, ils sont très très forts. Ça a donné vraiment beaucoup beaucoup de mal aux champions qui ont essayé d'aller prendre une chaise, mais Damian Priest était là. Alors on a une séquence hyper drôle de cinématique là où ils essayent d'attraper une chaise. Finn Balor il attrape une chaise backstage, il tire dessus, la chaise elle vient pas et en fait c'est Damian Priest qui est là. Et puis bah en fait Damian Priest il empêche la tricherie et il renvoie Finn Balor sur le ring et Finn Balor qui va encaisser le War Machine des War Riders. Et les War Riders, là-dessus, remportent ce match. Donc on a un changement de titre. On a des nouveaux champions par équipe à Monday Night Raw. Et on a surtout un Judgment Day qui prend un énorme coup sur la tête. Là, clairement, après Finn Balor qui n'arrive pas à être champion du monde, eh ben, on a leur titre, voilà, leur titre, quoi. C'est un peu leur titre depuis hyper longtemps, puisqu'ils l'ont je sais plus combien de temps ils l'ont. Peuple de Ketchup, vous nous direz en commentaire, mais je me souviens de Judgment Day qui gagne dans ces fameux énormes Street Fight match où ils avaient affronté Kevin Owens et Sami Zayn. Alors ils l'ont perdu depuis, je sais bien, mais ils l'ont regagné. Donc c'est un peu leur titre depuis 2 ans là, le Judgment Day. Et voilà, ils le perdent. Ils le perdent. Donc bah, ça va sûrement amener beaucoup de choses. Bon, au final, ce Monday Night Raw, show de 2 heures maintenant, donc court. Show enregistré avec un autre à la suite, donc des segments un peu bizarres backstage. C'était un petit peu étonnant. Il y a eu quand même des bons matchs, donc c'est difficile d'être difficile justement, surtout que j'ai été assez déçu de Saturday Night Main Event. Là, on a eu deux gros matchs masculins pour le titre intercontinental et pour le titre tag team avec un changement de titre. Donc on va être plutôt content de la soirée. Euh, S'il fallait donner un top, un flop et une note, puisque c'est notre principe, je mettrais le top aux War Riders. On va leur mettre, hein, puisqu'ils ont un nouveau titre de champion par équipe. Ça n'était pas le cas depuis 2019. Et ils ont eu des périodes difficiles, hein. Ces deux-là, ils ont fait beaucoup de choses à la WWE. Ils ont été des méchants très très méchants. Ils ont eu la gimmick des Vikings qu'on connaît. Ils ont eu des segments un peu difficiles, un peu comedy wrestling, voire un petit peu ridicule. Là, ils sont cleanés un petit peu. Ils sont moins dans la caricature et je pense qu'ils peuvent faire vraiment de très très belles choses. Le flop pour ce Monday Night Raw. Euh, il est un petit peu difficile à dire. J'aurais un peu tendance à le donner au segment du mise backstage, mais ça fait un petit moment là qu'on tire sur nos amis du Final Testament et tout. Donc on va essayer de changer. On va essayer de changer, mais je ne vois pas trop ce qui a pu me déplaire d'autre. Si, bon, on va le donner plutôt au segment de Chad Gable, parce que voilà, c'est un peu décevant ce qui arrive actuellement avec ces équipes-là, mais en sachant que ce qu'ils nous ont expliqué tease sûrement des matchs qui vont avoir lieu dans le Raw d'après. Donc on sera au rendez-vous. Allez, sur ce, on va faire un bond dans le temps, on va accélérer, on va faire un tout petit arrêt mercredi, puisque mercredi avait lieu la conférence de presse du Raw sur Netflix. Donc voilà, la WWE nous rejoue le jeu des conférences de presse qu'on avait eu en début d'année et avant WrestleMania. J'ai regardé, je ne sais pas si vous avez regardé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'était pas la même intensité quand même, hein. Il n'y avait pas The Rock, mais il y a eu quelques enseignements. Notamment, on nous a annoncé une nouvelle signature pour Monday Night Raw. C'est Logan Paul qui est revenu. On l'avait pas vu depuis un moment, hein, depuis qu'il a perdu le titre US à notre ami LA Knight. Ben, on l'avait pas revu.
Donc il va revenir, Logan Paul, ça veut dire qu'on aura des matchs et on a même un début de rivalité, puisqu'à distance, il a provoqué le champion de la division. Il a provoqué Gunther, qui a dit qu'il n'aurait pas de problème en gros, casser la gueule à Logan Paul. Donc peut-être un bel affrontement de style qui va arriver. On a eu à nouveau Liv Morgan et ses sbires et Rhea Ripley, et on a ce coup-ci eu la confirmation que le match entre les deux aurait lieu au Raw premier Raw de Netflix. Donc Liv Morgan versus Rhea Ripley pour le titre féminin. Ça va être un gros morceau, ça aussi. Celui qui a volé le show de mon point de vue, c'est Kevin Owens. Kevin Owens qui se promène maintenant avec la ceinture de champion du monde de Cody Rhodes, de champion de la WWE, alors qu'il n'est pas champion, mais il lui a piqué en lui cassant la gueule après Saturday Night Main Event. Et voilà, il est apparu backstage, du haut de la rampe, en disant voilà, on veut pas de moi, je suis un champion pas voulu. Son micro est coupé en direct, il s'en va. Enfin, je trouve qu'il est vraiment en train de nous faire un truc énorme, Kevin Owens. Je sais pas si vous êtes de cet avis, mais voilà, j'ai quelques années de catch derrière moi. Ça fait plus de 15 ans maintenant que je suis la WWE. Et il y a des moments comme ça où on sent qu'il y a un truc qui change un peu d'habitude. Il y a une aura. Et là, je trouve que cette aura de rebelle, énervé, c'est vraiment, il y a vraiment un très bon truc là pour Kevin Owens. Je pense que vraiment qu'il peut aller très loin. Bon, il est fait pour perdre, malheureusement. Je pense qu'il ne deviendra pas champion dans ce run-là, hein, parce que là, il est tellement méchant, il va tellement loin que tout ce qui va se passer, c'est qu'il va perdre, il va en prendre plein la gueule. Et c'est le gentil héros Cody Rhodes qui va gagner. Mais il est très, 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 très bon, vraiment. Irréprochable. Et on a eu un face-à-face entre CM Punk et Seth Rollins. Voilà, avec une tension qui continue de monter entre les deux hommes. On avance encore et on arrive enfin au Friday Night SmackDown du 20 décembre, donc qui était à Hartford dans le Connecticut, figurez-vous, et donc qui a commencé direct par l'arrivée de la Bloodline. Et donc Solo Sikoa, Jacob Fatu et Tama Tonga. Solo, il dit voilà, je suis défié par le Tribal Chief à un Tribal Combat. Voilà, Roman Reigns, tu as discuté avec ton Wiseman et tu as dit ton match. Donc, bah, il valide le fait que le 6 janvier, il y aura un match. Et il nous dit voilà, je viendrai Tribal Chief et je repartirai Tribal Chief. Donc, il est très confiant, Solo Sikoa. Et il est interrompu par Drew McIntyre. Les deux hommes se regardent au milieu du ring. Solo, il dit attends, j'étais content de te voir casser la gueule de Jimmy, mon frère, la semaine dernière, mais voilà, j'espère que qu'est-ce que tu viens de me dire? Et donc McIntyre, il lui dit écoute, je me rappelle que c'est toi qui m'as coûté mon match à Clash at the Castle, hein, il y a longtemps, tu m'as humilié devant ma propre famille. Donc ben voilà, je me souviens de tout ça, mais t'es aussi le seul qui s'est retourné contre Roman Reigns et qui lui a tourné le dos. Les autres, ils l'ont pas fait. Sami Zayn, Jimmy Uso, Jey Uso, ils sont tous restés du côté de Roman Reigns. Toi, tu t'es rebellé. Donc, il lui dit, voilà, moi, je vais un par un m'en prendre à eux, tous. Jimmy, Sami, Jay. Et puis toi, je compte sur toi pour en finir avec Roman Reigns. Et quand ça sera fait, ben, il nous restera nous deux, quoi. Donc, il y a une intensité qui était vraiment très, très bonne, j'ai trouvé. J'ai parlé tout à l'heure de Kevin Owens, mais je trouve que ce que fait Drew, là, à aller sur 2 shows à la fois pour, se venger, c'est vraiment excellent aussi. Sauf qu'il est tiré en arrière, Drew McIntyre, par, Jimmy Uso qui est là et qui le tabasse avec sa béquille, et débarque aussi LA Knight, Andrade et Apollo Crews qui font le ménage sur le ring. Alors hyper étonnant de voir, LA Knight, Andrade et Apollo Crews qui démontent Jacob Fatu, Solo Sikoa et toute la bande. Et on a enchaîné sur un match à 3 contre 3. Donc Drew McIntyre a disparu et Jimmy Uso aussi, mais on a bien un match de la Bloodline, donc Jacob Fatu, Solo Sikoa et Tama Tonga contre Andrade, Apollo Crews et LA Knight. Et mine de rien, bah ils s'en sont pas trop mal sortis, hein, les challengers, les petits gentils là, ce trio. Il y a eu des moments un petit peu difficiles, mais notamment LA Knight, je trouvais qu'il apparaissait assez fort, hein, il envoie des cordes à linge, il envoie des coups un petit peu à tout le monde. C'était une alliance, plutôt pas désagréable à voir. Andrade lui, voilà, il est un petit peu plus virevoltant, à l'extérieur, par-dessus les cordes et tout ça. Mais, bah, voilà, il y avait encore un élément en plus dans ce match, parce que Shinsuke Nakamura est arrivé aux abords du ring et il a donné un coup de genou à LA Knight, sur la table des commentateurs.
Donc, ça a un petit peu foutu le dawa et ça a permis à la Bloodline, avec le Samoan Spike de Solo Sikoa sur Apollo Crews, ça a permis à la Bloodline de gagner. Donc, est-ce que c'était voilà, un match un peu de prestige ou est-ce qu'il va y avoir une feud qui va continuer entre les Samoans et puis le groupe de LA Knight? Je ne sais pas trop. C'est vrai que ce trio, il semble un petit peu fabriqué de bric et de broc. Surtout Apollo Crews, on va pas se mentir, qu'on n'a pas vu depuis des semaines, voire des mois. Andrade, bah voilà, maintenant il était plutôt face alors qu'il était en feud un peu compliqué là, avec Carmelo Hayes, avec LA Knight. Bon, on sait pas trop où on va là pour le coup, mais c'est de la chair pour la Bloodline et c'est plutôt bien vu, je trouve, parce que ça nous a donné un match assez sympa et ça nous construit voilà, une Bloodline qui a l'air forte et unie, et il faudra l'être parce qu'en janvier, au Raw sur Netflix, même si on nous dit qu'il y aura Tribal Chief contre Tribal Chief et que personne n'amène sa Bloodline, il va se passer des choses évidemment. On a une petite vidéo de Kevin Owens à SmackDown qui nous dit que voilà, tout est de la faute en fait de la direction de la WWE. Il dit que c'est de la faute des officiels, de Nick Aldis, de tout ça, et que maintenant, tout ce qui va se passer encore, ça sera à cause de vous. Parce qu'il trouve qu'il n'a pas été aidé, qu'il a été volé par l'arbitre, par Cody Rhodes, qui devrait être champion. Donc voilà, il renvoie la faute aux autres sur ce qui va se passer. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il a quand même fait un pile driver à Cody Rhodes. Alors on a beaucoup d'infos rassurantes, hein. On nous a dit qu'il y a eu des radios, qu'il n'y avait pas de fracture et que Cody était à la maison et qu'il se reposait, donc ça va. Mais voilà, on sent qu'il va encore se passer des choses, effectivement, mais quand? On ne sait pas, on n'a pas d'infos sur un retour de Cody Rhodes et Kevin Owens, voilà, continue de se balader avec la ceinture, mais visiblement personne ne lui demande de venir la rendre, de venir s'excuser, de venir s'expliquer. Peut-être un manque là dans l'histoire. Un face à face sur le ring entre Triple H et Kevin Owens, ça serait assez logique, mais ça va peut-être venir. En attendant, on a eu une séquence assez unique en son genre. On a eu l'invitation de Braun Strowman au Grayson Waller Effect, et il est arrivé déguisé en Père Noël. Ah, il est gentil ce Braun, il est mignon, il est crédible, il avait l'air tout gentil, mais il faut pas l'énerver. Ah, faut pas m'énerver, hein. Et les 8 Town Down Under, ils lui ont dit: «Ah, on devrait s'allier, hein, c'est dangereux ici, SmackDown, voilà, c'est l'alliance ultime, là, nous 3, c'est les cerveaux et tout ça». Bon, Braun, il est un petit peu, pas trop d'accord. C'est un peu laborieux quand même, hein, Braun, c'est pas le roi du micro. Il est pas très bon dans ses réparties. Il est interrompu par Carmelo Hayes, parce que la semaine dernière, souvenez-vous, Carmelo Hayes, il devait avoir un challenger surprise, et c'était le retour de Braun Strowman, et il a perdu, Carmelo Hayes. Donc il l'a un petit peu mauvaise, il dit: «Ouais, c'était injuste la semaine dernière, maintenant je veux ma revanche». On a la revanche, une fois que le décor du show Grayson Waller est balayé par Braun Strowman. On a un match qui a été, j'ai trouvé, très très mauvais. Mais j'ai pas d'infos. Il y a eu des coups assez stiff de Carmelo Hayes. Il y a notamment une sorte de. Il tente une espèce de DDT et Braun Strowman s'est un peu écrasé la face sur le ring. Donc je ne sais pas s'il y a eu un vrai KO, si Braun Strowman a pris un vrai coup sur la tête. Mais c'était vraiment très bizarre. Braun Strowman, il est resté de longues secondes à genoux ou sur les abords du ring à se tenir et il n'a pas vraiment été impressionnant. Ça donnait vraiment l'impression qu'il catchait pas en fait et que c'était juste Carmelo Hayes qui faisait des coups de temps en temps et en fait, c'est parti un peu en bagarre à l'extérieur du ring et Braun Strowman a repris Carmelo Hayes pour le jeter sur le ring, mais en fait, il s'est pas rendu compte que l'arbitre comptait à 9 et à 10, donc Carmelo Hayes a gagné par un count out au bout de 3 minutes 45, donc c'était vraiment rien du tout comme match. Et du coup, Carmelo Hayes, il était tout content de son coup et Braun Strowman, il était un petit peu énervé. C'était vraiment pas ouf. Maintenant, moi, je suis très content de revoir Strowman. C'est toujours un de mes petits chouchous. J'aimais beaucoup, enfin, je le rappelle souvent, mais c'est un mec pour moi qui a écrit de très belles pages, qui a fait de super feuds, notamment contre Roman Reigns, notamment contre le Big Show, euh, et qui est à la fois, enfin, ce mec est assez incroyable, je trouve. Il est à la fois capable de faire des gros matchs contre des Brock Lesnar, contre des Goldberg, des matchs de titans. Il est capable de faire le con et de gagner à WrestleMania une ceinture tag team avec un gamin de 10 ans de son côté. Il a fait des matchs à 3 contre 1, il a fait des matchs où il perdait dans des poubelles, etc. Enfin, il arrive à tout faire, je trouve. Et c'est cool s'il repart un petit peu. Donc là, c'est clairement pas fini avec Carmelo Hayes. Bon, je pense que c'est clairement pas Carmelo Hayes qui est censé gagner cette feud. J'ai un peu de mal pour le moment, moi, avec Carmelo.
Il est pas mauvais sur le ring, mais bon là clairement il fait un mauvais match. Il a ce personnage un petit peu de branleur qui provoque tout le monde, mais pour le moment ça fonctionne pas des masses, je trouve, hein. Donc c'était plutôt du mid-card, low-card, mais voilà, c'est le retour, hein. Braun Strowman, il était blessé. Ah oui, j'ai oublié de parler de sa feud contre Bronson Reed, qui était quand même aussi assez monstrueuse. Et puis voilà, il va peut-être revenir gentiment. Alors, oui, j'ai pas dit d'ailleurs, bon, parenthèse, mais je vois en prenant mes notes, il a poursuivi ensuite Carmelo Hayes, ils se sont poursuivis dans les coulisses, voilà, ils ont croisé un petit peu, Braun Strowman, il a croisé, Legado del Fantasma, il a croisé les Pretty Deadly qui veulent l'intégrer à son show et il a pris des coups de chaise par Carmelo Hayes qui l'a attaqué un peu lâchement, par derrière. En parlant de lâches, ceux qui sont très, très remontés ce soir, c'est les Motor City Machine Guns. Ils auraient aimé être encore champions tag team, hein, mais voilà, ils sont fait avoir par, les DIY, la trahison de Johnny Gargano et donc c'est Alex Shelley qui va se venger, qui veut son match en solo, voilà, 1 contre 1 contre, contre Johnny Gargano. Là aussi, un match que j'ai trouvé un petit peu difficile. Ils étaient pas en parfaite alchimie, c'était un petit peu lent avec Alex Shelley. Il y a quelques beaux moves, mais c'était assez, comment dire? Chorégraphié, enfin ça faisait assez faux. Johnny Gargano qui avait demandé à Tommaso Ciampa de pas venir, hein, de le laisser vraiment tranquille, mais c'était un mytho. Tommaso Ciampa est venu et Gargano avait pas du tout l'air de le repousser, il avait l'air d'être très content. Donc ça a fait un peu le bordel, évidemment. Chris Sabine est venu aussi. Et tout ça pour permettre, de la part de Johnny Gargano, un bon vieux roll-up sur Alex Shelley. Et donc une victoire au bout de 10 minutes de match. Voilà, 10 minutes 40. Euh, bon, bah, voilà, c'est de transition, moi ça me choque pas. C'est une feud qui va durer un peu, je pense. Et c'est une très bonne idée. Les Motor City Machine Gun, c'est une équipe historique, mais toute nouvelle à la WWE. Cette histoire de passation de pouvoir avec les DIY Heal, ça me plaît bien. Voilà, la rancœur monte, hein, ils sont vraiment fourbes, ces DIY. Ils ont gagné la ceinture sur un coup tordu. Là, ils gagnent en solo sur un coup tordu. Ça va monter en puissance. Et tout ça nous amène au main event du soir. Un match tag team, comme à Raw, mais féminin ce coup-ci, avec Bianca Belair qui remet son titre en jeu, mais pas avec Jade Cargill, qui est blessée, hein, on le sait, qui s'est fait attaquer, mais avec Naomi qui est venue avec elle. Et en face, c'est Nia Jax et Candice LeRae. Donc on a eu des interventions aussi backstage avec Tiffany Stratton où elles lui ont demandé de pas venir, hein. Elle a dit non, non, viens pas, Tiffany, s'il te plaît, laisse-nous tranquille, etc. Donc sur le ring, bon, ben, c'était pas extraordinaire non plus. Les championnes ont eu du mal, hein. Candice LeRae et Nia Jax, ça a pas mal marché. Nia Jax a longtemps dominé Bianca Belair en l'écrasant un peu dans tous les sens. Candice LeRae aussi a aidé un petit peu à parler sa force. Il y a eu un haut tag avec Naomi qui est rentrée, des moves un peu approximatifs, j'ai trouvé, c'était vraiment pas terrible. Et puis Tiffany Stratton a débarqué avec sa mallette. Mais encore une fois, elle vient et on dirait qu'elle sait pas du tout ce qu'elle fait. Donc tout le monde lui dit cache, cache, la foule lui chante, cache, cache ta mallette et tout. Cache dans le sens encaisse-la, hein, pas cache, jouer à cache-cache. Et elle sait pas trop quoi en faire. Et puis finalement, c'est Nia Jax qui lui demande, qui lui dit donne-moi ta mallette pour taper dans le dos de l'arbitre, dans le dos de l'arbitre, pardon. Et comme elle tergiverse un peu, elle lui passe pas, bah finalement, Naomi finit par lui donner un coup de pied là, à Nia Jax qui finit par tomber et bah, Bianca Belair peut passer son, ou je sais plus, non, j'ai inversé, je crois que c'est Bianca Belair qui est à l'extérieur et Naomi qui fait le tomber. Enfin bref, les championnes conservent et du coup, c'est pas les championnes qui conservent, mais c'est, une nouvelle alliance, Bianca Belair et Naomi qui sont championnes. Donc Naomi, est officiellement championne tag team. Ah là là, si on se demande à qui profite le crime de l'agression de Jade Cargill, hein, il y a quand même une grosse cible sur Naomi, c'est la première suspecte. Surtout qu'elle en fait des caisses, hein. Juste avant le match, elle était en interview, elle était là: «Ah, je serai toujours là pour toi, ma copine, je serai toujours derrière ton dos, j'aurai toujours ton dos, ta surveillance et tout ça». Ouais, bon, c'était pas incroyable, incroyable, il y avait pas beaucoup de suspense, hein. Nia Jax qui est championne actuellement, je l'imaginais pas double championne avec les tag teams, surtout avec Candice LeRae, donc il y avait pas beaucoup d'enjeux. Et ça a fini un SmackDown plutôt moyen. J'ai trouvé, pour le coup, 4 matchs quand même, mais voilà, pas du grand match. Le match de Braun Strowman m'a vraiment étonné. Le match de Gargano était pas fou.
et ce main event n'était pas incroyable. Pour moi, le match du soir, ça serait plutôt le match de la Bloodline en entrée. Donc c'est plutôt à ce match-là que je vais donner mon top. Même si j'aurais pu donner mon top à Kevin Owens, qui est vraiment très très bon, je le disais, ou à Drew McIntyre au micro, mais on va encourager des catcheurs qui sont vraiment venus sur le ring. Et mon flop, je vais le donner à Carmelo Hayes, ouais. Ouais, j'ai vraiment trouvé ça pas bon ce match. Et mal travaillé. Ça fera. Ah tiens, je vais pas donné de note à Raw, je crois. Moi, Raw méritait un 3,5. SmackDown, moi je vais dire 2,25, hein, c'est même pas la moyenne. C'est même pas la moyenne. Je suis peut-être un peu sévère, mais c'est pas brillant. C'est comme ça, on finit ce show. Donc, voilà, peuple de Ketchup, j'espère que ça vous a plu de m'écouter en solo. C'est jamais un exercice facile, donc n'hésitez pas à venir vers moi dans les commentaires pour pas me laisser tout seul. C'est bientôt les fêtes. On n'a pas grand-chose de prévu, hein, clairement. On sait qu'il y a un Raw qui a déjà été enregistré, donc. On nous boucle le futur Raw is Netflix. Donc, on n'a pas grand-chose d'ici là qui est annoncé. Il reste quand même un petit peu de temps, hein. Il reste 2 Raw quand même. Il reste le 23 décembre et le 30 décembre. Mais on reste dans une dynamique qui est quand même bonne. On est dans une belle ère de la WWE, je trouve, n'en déplaise à certains. On a des belles histoires. Moi, ce qui me fascine, c'est de voir à quel point ils arrivent à entremêler tout ça autour de la Bloodline. Je veux dire, Seth Rollins et CM Punk sont en feud, mais c'est lié aussi à ce qui a pu se passer à Survivor Series et au fait qu'ils ont voulu pas et être d'accord d'être dans la même équipe que Roman Reigns. Il y a Drew qui est partout. Il y a la Bloodline qui a quelques ennemis à SmackDown avec LA Knight et sa bande. Donc il y a une belle harmonie des motivations, des enjeux. On a vraiment ce sentiment que tout le monde bosse dans la même entreprise, que tout le monde se bagarre pour les mêmes enjeux. De notre côté, il y a quand même tout ce qui est aussi Judgment Day qui est assez développé. Donc il y a des belles histoires. Il y a des petites choses prometteuses, mais voilà, des fois on est fatigué, on a passé beaucoup de choses, etc., etc. Donc tous les catcheurs n'ont pas été toujours au top. Voilà pour cette analyse. J'espère que vous allez passer de très très bonnes fêtes, peuple de ketchup, avec des amis, avec des proches, avec de la famille. Et sinon, c'est pas grave, n'oublions pas de relativiser. Après tout, c'est juste un symbole qu'on fête dans nos sociétés aux racines européennes, chrétiennes, etc. Il y a plein de gens à travers le monde qui en ont rien à foutre du 24 et du 25 décembre et qui se passent très très bien, qui sont très heureux. Il y a plein de gens qui ont suivi d'autres calendriers. Donc si vous voulez rien faire et rester chez vous, c'est très bien aussi. Et écouter Ketchup, c'est encore mieux, évidemment. Donc nous, on va rester là, on est là tout le temps, toutes les semaines, même si je vous garantis pas qu'on soit hyper réactif dans la publication de la semaine de Noël. Il y aura peut-être quelques digestions difficiles. Prenez soin de vous, buvez pas trop si vous prenez la voiture, faites attention au verglas, faites attention chez vous et prenez soin de vos proches. Faites attention à Roman Reigns, faites attention à CM Punk, faites attention à tout ça. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast. Je vous dis à très bientôt, peuple de ketchup. Ciao à tous. Et si c'est Bron qui passe en Père Noël, n'oubliez pas d'agrandir votre cheminée.